4 des cas endoscopiques. Le premier cas est un homme de 67 ans, hypertendu sous traitement, qui présente depuis 5 mois une dysphagie ossolite permanente d'aggravation progressive associée à un amaigrissement avec un examen clinique sans particularité. Donc, on réalise une endoscopie digestive haute qui montre cet aspect. De bombement au niveau du tiers inférieur de l'œsophage qui est étendu sur 8 cm environ avec une muqueuse de recouvrement normale. On conclut à une lésion sous-muqueuse du bas œsophage. La première question, quel est le premier diagnostic à évoquer? Un kyste bronchogénique, une gyste, une tumeur d'abricosov, un léomium ou une compression extrinsèque? D'accord. Donc, les lésions sous-muqueuses de l'œsophage ne sont pas exceptionnelles. Selon des séries de cas écho-endoscopiques avec confirmation histologique, le léomium représente de loin la lésion sous-muqueuse la plus fréquente au niveau de l'œsophage. Donc, par argument de fréquence, le premier diagnostic qu'on évoque, c'est le léomium. Donc, les lésions sous-muqueuses de l'œsophage sont des lésions qui sont bénignes, d'évolution lente, généralement asymptomatique. Une simple surveillance est nécessaire si la lésion est de petite taille. La chirurgie pourra être discutée si le patient est symptomatique. Mais il existe un risque de passer à côté de tumeurs à potentiel malin, notamment la gyste et le léomyosarcome, d'où la nécessité d'une certitude diagnostique avant de planifier la prise en charge thérapeutique. Donc, les biopsies par voie endoscopique ont une faible rentabilité, sauf si elles sont réalisées au sein d'ulcération. Les biopsies par voie transpariétale exposent à un risque de dissémination péritonéale, surtout en cas de gyste. L'écho-endoscopie, c'est l'examen de référence qui va permettre d'affirmer le caractère sous-épithélial de la tumeur et d'essayer de déterminer la nature histologique de la lésion. Donc, afin de nous orienter dans le diagnostic, on devra préciser la couche d'origine, l'échogénicité, les limites et la taille. Donc, dans la majorité des cas, les aspects écho-endoscopiques sont similaires et ne permettent pas d'orienter vers un diagnostic ou un autre. Des biopsies sous écho-endoscopie pour une étude histologique et immunohistochimique seront alors nécessaires, mais le rôle de ces biopsies est controversé vu le risque de survenue de saignements et de cicatrices fibreuses qui pourraient entraver la résection chirurgicale ultérieure. Donc, les biopsies seront réservées en cas de doute diagnostique après écho-endoscopie ou s'il existe une implication thérapeutique, par exemple une chirurgie complexe ou un traitement systémique. Donc, on réalise chez notre patient une écho-endoscopie qui montre la formation sous-muqueuse d'environ 5 cm. Elle se développe aux dépens de la 4e couche hypoéchogène, donc de la musculeuse. Elle est à bord irrégulier, grossièrement ovalaire, hétérogène avec des zones anéchogènes et elle est vascularisée au Doppler. Donc, la deuxième question, quels sont les signes écho-endoscopiques en faveur de la malignité? Les contours mal limités, le développement au niveau de la 4e couche, la vascularisation au Doppler, l'aspect hétérogène et l'aspect ovalaire. Je vais donner les réponses. Bon, c'est pas grave. Donc, les réponses justes sont les contours mal limités et l'aspect hétérogène. On réalise alors les biopsies chez notre patient qui montrent une prolifération tumorale mésenchymateuse faite de cellules fusiformes avec une expression à l'immunohistochimie du CD117-C-KIT et du DOC1. Donc, un aspect histologique et un profil immunohistochimique en faveur d'une tumeur stromale, une gyste. On complète par une TDM thoraco-abdominopelvienne dans le cadre du bilan d'extension qui montre cette masse tissulaire hétérogène au niveau du bas œsophage d'environ 6 cm qui a un contact avec l'aorte mais sans l'envahir, avec des lésions hypodenses faiblement rehaussées dans les plus volumineux sièges entre les segments 5 et 6 de 3 cm d'allure secondaire. Donc, la dernière question, quelles sont les propositions justes concernant les gystes de l'œsophage? La localisation œsophagienne est fréquente au cours des gystes. Elles sont de découverte fortuite dans la majorité des cas.
Elles sont le plus souvent localisées au niveau du bas œsophage. L'envahissement médiastinal est fréquent ou sont de mauvais pronostics par rapport au giste gastrique. Donc, les tumeurs stromales sont les lésions mésenchymateuses les plus fréquentes au niveau gastro-intestinal, avec une localisation la plus fréquente qu'on retrouve au niveau de l'estomac, moins fréquemment au niveau de l'intestin grêle. Les gistes de l'œsophage sont très rares, représentent moins de 1% des gistes, avec selon les séries de cas rapportées, une prédominance masculine et un âge moyen de découverte d'environ 60 ans. Donc, contrairement aux autres localisations des gistes, le mode de découverte le plus fréquent est la dysphagie. Elle est le plus souvent localisée au niveau du bas œsophage en raison d'une concentration plus importante en cellules décajales à ce niveau par rapport aux autres segments. L'envahissement médiastinal est fréquent vu l'absence de séreuse au niveau de l'œsophage. Les métastases de diagnostic sont présentes dans environ 17 à 40% des cas et le pronostic est mauvais par rapport aux autres localisations avec une survie à 5 ans de moins de 50%. Donc la localisation œsophagienne est rare au cours des gistes. Elles sont le plus souvent découvertes à l'occasion d'exploration de dysphagie, localisées au niveau du bas œsophage, envahissement médiastinal fréquent avec un mauvais pronostic par rapport aux autres localisations. Donc, vu la faible incidence et l'absence d'essais contrôlés, la prise en charge n'est pas consensuelle. Le traitement chirurgical est un défi car l'anatomie de l'œsophage est complexe. La résection wedge est impossible comparativement à l'estomac avec un risque de rupture et une mortalité importante. Donc, selon les séries de cas, les techniques chirurgicales vont varier en fonction de la taille et de l'aspect de la lésion. En cas de lésion qui fait moins de 5 cm, on proposera une énucléation. Si la tumeur fait plus de 9 cm ou qu'elle est ulcérée, on proposera plutôt une œsophagectomie. Entre les deux, le choix se fera en fonction des préférences de l'opérateur et des comorbidités. En ce qui concerne l'inhibiteur de la tyrosine kinase, vu la morbimortalité de l'œsophagectomie, il sera prescrit en néoadjuvant en cas de gyste de grande taille pour améliorer les résultats de la chirurgie. Une imagerie en coupe sera alors réalisée tous les 2 à 3 mois jusqu'à une réponse maximale qui se voit généralement dans les 6 à 12 mois. Donc, il sera prescrit en adjuvant s'il existe un haut risque de récidive, notamment une taille qui dépasse les 5 cm ou si l'index mitotique dépasse 5, et en situation métastatique avec un risque de nécrose et d'hémorragie. Donc, notre patient présente une gyste du bas œsophage de 6 cm avec des métastases hépatiques. On lui a prescrit de l'imatinib à la dose de 400 mg par jour avec la disponibilité de recherche mutation de l'exemple. Pour la dysphagie, il a eu une gastrostomie d'alimentation. On a fait une TDM à 3 mois du traitement qui a montré une diminution en taille et en densité de la masse du bas œsophage et des masses hépatiques, donc une réponse partielle. Pour conclure, les léomyomes représentent les lésions sous-muqueuses les plus fréquentes au niveau de l'œsophage. Il faut cependant penser aux gystes qui sont des tumeurs rares mais à haut potentiel de malignité, d'où la nécessité de réaliser une échoendoscopie avec des biopsies en cas de doute diagnostique. La gyste de l'œsophage est de mauvais pronostic par rapport aux autres localisations avec une prise en charge qui n'est pas encore consensuelle.